littérature encore avec Jacqueline Risset, poète, traductrice de Dante, à la recherche d'un secret perdu dans les dizains de Maurice Sèvres. Ce moi que je vais dire a beaucoup à voir avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, et sous forme peut-être de questions, parce que pour moi c'est vraiment une énigme réelle, celle qui regarde la poésie de Maurice Sèvres. Maurice Sèvres est, selon moi, le plus grand poète français. Et il l'est justement parce qu'il est énigmatique à un degré que les autres n'arrivent pas à atteindre. Je ne sais pas comment dire, mais je crois que la lecture de Sèvres est quelque chose d'absolument extraordinaire à chaque fois qu'on la reprend, parce que c'est comme si réellement on tournait autour d'un secret, et chaque lecture, chaque relecture, chaque fil qu'on tire, les associations qu'on perçoit, les sources qu'on arrive à établir ou qu'on retrouve, etc., tout cela ne fait que épaissir ce secret. Secret qui est d'ailleurs extrêmement fort quant à la personne même de ce poète lyonnais, dont on ne sait pratiquement rien, à une époque où on sait quand même pas mal de choses des poètes. Or, c'était un poète très connu, c'était le plus grand poète de l'école lyonnaise et du groupe des humanistes lyonnais même, qui avaient tous une grande admiration pour lui. Et malgré tout, c'est aussi un centre pour un certain nombre d'éditeurs. Par exemple, il y a un éditeur lyonnais, Jean de Tourne, qui a fait son édition de Pétrarque, par exemple, et son édition de Dante sous la direction de Sèvres. Eh bien, ça n'empêche qu'on sait très très peu de la vie de Sèvres, et ce qu'on sait, par exemple, tourne à son tour à l'égal d'un secret. On ne sait pas, par exemple, qui était Délie. On pense que c'est peut-être Pernette du Guillet. On sait qu'il y a une sorte de plaisanterie qu'a fait Sèvres, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte de fausse découverte du tombeau de la Laure de Pétrarque. Il a écrit qu'on avait trouvé le tombeau à Avignon de la Laure de Pétrarque, qui est donc aussi l'ancêtre de Sade. Il y a toute cette sorte de nœud qui joue, tout devient nœud à propos de Sèvres. Et ce sur quoi moi je voudrais justement vous interroger, je veux dire en continuant à m'interroger aussi, c'est cet aspect de Sèvres qui regarde un point précis de son texte, et précisément le point qui n'est pas du texte mais qui est de l'image, ou plus exactement qui est de l'image mélangée avec du texte, et qui regarde le fait que ce livre d'Élie, objet de plus haute vertu, qui est ce qu'on appelle un canzoniere pétrarchiste, une série de poèmes d'amour, est scandé dans l'édition qu'a fait Sèvres par 50 emblèmes. Les emblèmes, c'est quelque chose de central dans la réflexion du XVIe et du XVIIe siècle, et c'est quelque chose dont nous avons complètement perdu non seulement la pratique, mais même l'idée. Parce que, je veux dire, c'est au point que, par exemple, toutes les éditions modernes de Sèvres enlève les emblèmes, parce que les emblèmes sont considérés finalement aujourd'hui par nous comme des sortes d'illustrations sans importance. C'est un personnage, c'est l'écrivain de l'image dans le tapis qui dit personne ne voit jamais rien. Et eh bien moi j'ai vraiment l'impression qu'il a raison, parce que en tout cas pour ce qui regarde les emblèmes, nous sommes complètement aveugles vis-à-vis de ce qui était pour les gens de cette époque quelque chose de central, au point que l'emblème, ce nœud d'une image accompagnée d'une sentence, c'était pour un grand nombre de gens qui réfléchissaient à cette époque-là, le modèle même. Ça, par exemple, Robert Klein en a parlé lorsqu'il parle de la pensée figurée, et il montre comment, par exemple, l'emblème, c'était hiéroglyphe, en somme, et c'était l'idée du signe
avant la séparation de l'image et de la parole. En fait, justement, avant que la parole ait été créée, il y avait une sorte de première communication, qui est un peu la communication angélique, en quelque sorte, mais qu'on fait remonter à l'Égypte, qui était le lieu de la naissance des signes. C'est donc les hiéroglyphes, et c'est le lieu dans lequel images et textes sont lisibles en même temps. Et donc, mettre, par exemple, comme fait Sèvres au milieu de ses poèmes, des emblèmes. Par exemple, le premier emblème, c'est une image qui représente la dame à la licorne, et la sentence, c'est « pour te voir, je perds la vie ». Eh bien, ces emblèmes qui, pour nous semblent inutiles dans la poésie de Sèvres, ils étaient tellement importants au XVIIe siècle que, par exemple, quelqu'un comme Ménétrier, qui a écrit un volume qui s'appelle à la fin du XVIIe siècle « La philosophie des images », il définissait Maurice Sèvres comme un gentilhomme lyonnais qui avait fait un livre d'emblèmes. Commentés. Donc les poèmes, pour lui, étaient rétrocédés aux commentaires d'emblèmes. Or, il y avait à cette époque-là des livres qui étaient vraiment des commentaires d'emblèmes. Par exemple, les emblèmes d'Alcia, qui ont été publiés à Lyon peu de temps avant Delhi. De Delhi, on ne sait pas d'ailleurs d'où sortent les emblèmes que Sèvres y a mis. Mais en tout cas, il y a cet intérêt à ce moment-là pour ces emblèmes, ce qui fait, à mon avis, l'intérêt prodigieux pour nous de Maurice Sèvres, le fait qu'on n'arrive pas à en finir avec lui, c'est qu'il n'y a pas du tout la séparation, d'une certaine façon, qui existe, même si elle est niée à ce moment-là, le nœud entre texte et image. Il ne résiste pas, en réalité, dans les autres livres, au-delà de l'emblème lui-même, c'est-à-dire les poèmes sont justement des commentaires d'emblèmes, ils n'ont pas de valeur poétique en eux-mêmes. Or, chez Sèvres, les poèmes, donc les emblèmes interviennent tous les 9 dizains. Et le premier dizain, ce sont des poèmes donc de 10 vers, autre chose intéressante, et on va voir que là aussi, il y a un jeu pour nous inaccessible encore, entre l'image et le texte. Les poèmes donc sont des dizains, 10 vers de 10 pieds, donc des carrés. Et le dernier vers du premier dizain qui suit l'emblème est une sorte de glose ou d'élargissement à la dimension de 10 pieds de la sentence de l'emblème. C'est-à-dire, par exemple, pour le voir, je perds la vie, et bien le dernier vers, c'est « En sa beauté, gît ma mort et ma vie ». Un autre poème, le deuxième emblème, qui représente la lune entourée des étoiles, avec cette sentence « entre toutes, une parfaite », eh bien, a pour le dernier vers de l'emblème du dizain qui suit, comme qui est entre toutes parfaite. Donc, il y a à la fois l'image qui reste muette, le poème commente ou ne commente pas, mais reprend la sentence. Donc, l'image reste muette. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que l'image joue intérieurement à l'intérieur du vers. Par exemple, il y a un emblème dans lequel il y a Narcisse, qui est évidemment identifié au poète amoureux. Et il y a une allusion à Narcisse, qui n'est pas nommé, dans l'emblème qui suit. Donc, en réalité, la sentence est reprise dans le texte, mais l'image, c'est-à-dire l'image de l'emblème, travaille en quelque sorte le tissu du sens du texte. Autre chose,
On fait une grande différence au XVIe siècle entre emblèmes et devises. Les emblèmes sont des nœuds donc de signification entre image et texte qui ont une signification générale. Les devises ont une valeur subjective, c'est-à-dire si je mets une devise dans mon livre, en réalité c'est ma subjectivité qui reprend cette image et cette sentence. Or, chez Sèvres, il y a très clairement à la fois la perspective générale gnoséologique, on peut dire, qui est toujours la sienne, d'ailleurs, dans tout le texte, et en même temps, il y a l'identification avec la subjectivité amoureuse, c'est-à-dire c'est un jeu amoureux qui est identifié à la fois avec le laboureur, par exemple, parce que les emblèmes peuvent aller de toutes les situations, alors que la devise est limitée, elle ne doit pas avoir la figure humaine, elle ne doit pas avoir des réalités basses ou quotidiennes. Dans les emblèmes de Sèvres, par exemple, il y a aussi la femme qui bat le beurre, par exemple. Et on va de l'adoration divine, le tombeau divin, etc., jusqu'à la baratte du beurre. Et tout cela est possible, et tout ça est reporté à la subjectivité amoureuse. Tout cela, donc, rend possible la subjectivité. Ce qui est curieux justement chez Sèvres, c'est que son poème est un poème avant tout, c'est quelque chose de fondamental, donc on peut vraiment aujourd'hui lire sans les emblèmes. Enfin, on est obligé de le lire sans les emblèmes, puisque de toute façon, on ne perçoit plus aujourd'hui les emblèmes. Mais ce qui est curieux, c'est que le dernier des emblèmes de la série qui sont enclos dans le texte est, lui, complètement devenu un commentaire d'emblème. Si nous lisons ce poème qui suit, d'abord on a un emblème qui représente un tombeau, et c'est le tombeau du poète. Après la mort, ma guerre encore me suit. Eh bien là, la sentence n'est pas reprise dans le vers, dans le poème, parce que c'est tout le dizain qui est un commentaire. Si tu t'enquières pourquoi sur mon tombeau l'on aurait mis deux éléments contraires, comme tu vois être le feu et l'eau, entre éléments les deux plus adversaires, je t'avertis qu'ils sont très nécessaires pour te montrer par signes évidents que si en moi ont été résidents larmes et feux, bataille âprement rude, qu'après ma mort, encore si dedans, je pleure et arre pour ton ingratitude. Ici, tout le lieu de référence est à l'image. Tu vois, ici, ces signes évidents, tout le poème désigne l'emblème qui n'existait pas à l'intérieur du poème. Donc il y a ce travail au fond des emblèmes qui sort à la fin. Autre chose, tous les emblèmes sont entourés de façon extrêmement riche par des sortes de cadres qui ont toutes les formes géométriques possibles. Le losange, le cercle, le rectangle, sauf le carré. Mais le carré, c'est le dizain, puisque le dizain, c'est le divers de 10 pieds. Donc on a un jeu encore là, avec la géométrie, et on a un jeu dans la disposition des emblèmes, tous les 9 dizains, 449 dizains scandés par 50 emblèmes, eh bien, si l'on interroge la symbolique des nombres telle qu'elle était pratiquée très fortement au temps de Sèvres, Sèvres lui-même écrit des traités sur le calendrier, sur la division de l'an. Et c'est donc quelqu'un qui a aussi une culture numérologique pythagoricienne extrême. Et là encore, par exemple, Albert Marie Schmitt a proposé de voir le fait qu'il y ait 5
par exemple, 3 dizains d'un côté, 9 entre chaque dizain et 5 à la fin, avec des sens symboliques extrêmement précis, qui sont le sens de l'incarnation, de la vie humaine, etc., de la perfection. Et tout cela, donc, joue à travers tout ce qu'est le poème de Sèvres. Et il faut remarquer que c'est vraiment Sèvres, en quelque sorte, surcharge vraiment les signes. L'emblème est un des points de cette surcharge, de cette interrogation qui désespère d'ailleurs la plupart de ces exégètes au début du siècle quand on le redécouvre. Sèvres a disparu pratiquement, presque au lendemain il est devenu trop difficile. Ronsard le trouvait déjà un peu obscur et il réapparaît méchamment d'ailleurs, négativement, dans la critique de la fin du XIXe siècle pour indiquer que Mallarmé, ce Mallarmé dont tout le monde parlait, en réalité, il ne faisait rien de nouveau puisqu'il y avait un certain Maurice Sèvres qui avait déjà fait la même chose. Or, vraiment, la façon qu'a Sèvres de rendre une densité inouïe de sa langue, du rapport entre langue, image, etc., je crois que c'est une des limites possibles, peut-être, de ce temps, qui est le temps des signatures, par exemple, ce que Foucault oppose au temps de la représentation qui vient ensuite. Et on peut trouver, en effet, chez Sèvres, toutes les manifestations. Par exemple, l'aspect microcosmique. Sèvres a écrit un livre qui s'appelle Le microcosme. Or, les gens du XVIIe siècle disaient que les emblèmes étaient ce qu'il y a de plus ancien au monde, puisque le monde, en quelque sorte, est un emblème de la divinité. Et donc, en fait, un microcosme. L'anagramme, qui est une autre forme du secret. Délit, c'est l'idée. Et l'anagramme, à un niveau beaucoup plus secret et entrecroisé, traverse absolument tout le texte. C'est un texte fortement anagrammatique. Et les blasons, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, Sèvres a écrit aussi des blasons du corps féminin. C'est-à-dire qu'il y a chez lui cette tension vers l'énigme qui est justement surcharge, qui dissout les signes par moment. On a l'impression que plus rien ne veut plus rien dire. Et en même temps, qui donne une épaisseur telle qu'on a l'impression que ce qui n'atteint pas cette épaisseur-là, en réalité, retombe comme une sorte de superficialité sans importance. Et Sèvres a donc cette capacité d'être lisible à la fois à travers cette surcharge et en même temps, pour nous, au-delà de l'emblème. L'emblème, nous le retrouvons artificiellement, mais peut-être nous pouvons percevoir indirectement, directement, je crois, une certaine tension poétique que nous recevons directement sans comprendre l'énigme qu'il y ait derrière, mais cette énigme travaille et c'est ce qui fait que nous le lisons.